Bonjour messieurs. Salut Eric. Bonjour Eric. Salut Sébastien, salut Charles. Merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur la voiture électrique de la semaine pour Automobile Propre. Dans le podcast Automobile Propre, on va attaquer tout de suite avec les sujets de la semaine. Le premier sujet, c'est Tesla qui se lance dans la pub et qui mise sur la sécurité de ses voitures. Alors en gros, Tesla vient de publier un petit clip promotionnel qui est diffusé sur les réseaux sociaux et non pas encore sur les grands networks télévisuels, dans lequel il fait la promotion de ses voitures, mais d'une façon un petit peu originale, en tout cas avec un angle un petit peu original, puisqu'il s'agit de montrer des crash tests et d'expliquer au public que ces voitures, que les voitures Tesla sont particulièrement sûres et peut-être parmi les plus sûres du monde, Sébastien. Oui. Alors moi personnellement, je l'avais pas vu. Ça fait longtemps que je dis que Tesla n'a pas besoin de pub et que ça se vend par bouche à oreille. Sauf qu'on n'arrête pas de voir des pubs en ce moment d'autres voitures électriques. Donc c'est un peu logique qu'ils enchaînent. J'ai regardé la pub. Alors c'est pas vraiment une pub quoi, comme tu vois une jolie BMW qui passe dans un paysage magnifique, Là, tu vois un crash test vu de l'intérieur. Ça donne pas vraiment envie d'être dedans. C'est un peu étrange. Sur la forme, c'est un peu étrange. Donc, ils parlent vraiment de sécurité passive, en fait, et ils mettent en valeur le fait que sur leur voiture hyper connectée, ils ont toutes les données qu'il faut pour savoir ce qui se passe pendant un accident. Voilà, comme je suis expert en sécurité routière, je vous explique, vous le savez peut-être que la sécurité, il y a la sécurité active avant l'accident et passive. Et Volvo a vachement misé sur la sécurité passive, c'était leur credo. Ils ont inventé la ceinture de sécurité, si je dis pas de bêtises. Bon voilà. Et donc là, Tesla, ils misent là-dessus en disant ouais, mais nous, on n'est pas obligé finalement d'avoir des capteurs partout et de filmer le crash test et tout ça, parce que toutes ces données, on peut les remonter. Voilà. Et le fait de voir ça m'a fait penser, tu sais, à SpaceX, puisque la fusée est partie, voilà, ça a pété en vol. Bon, peu importe, ils s'en foutent. Eux, ce qui les intéresse finalement, c'est les données, quoi. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme données pour améliorer le truc? Et je trouve que voilà, Elon Musk, il fait un peu la même chose avec ses voitures qu'avec ses fusées, quoi. Voilà, qu'est-ce qui peut déconner et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le truc. Et voilà, nous, Tesla, on n'est pas seulement, on vend pas des voitures, mais c'est de la donnée, de la sécurité, la conduite autonome, voilà, ça va aussi avec, quoi. C'est une espèce de, c'est une espèce de remontée de données, et les utilisateurs sont aussi partie prenante là-dedans, voilà. Donc j'espère pour eux qu'il y aura pas trop d'accidents et de morts en Tesla, parce que ça risque de se retourner contre eux, à force de faire de la pub là-dessus. Mais voilà, Volvo, c'est je crois objectif 0 mort dans une Volvo, un truc comme ça. Voilà, sachant que dans la plupart des accidents, le facteur humain est le prépondérant. Si on peut axer sur la sécurité active, je pense que ce sera encore mieux. C'est-à-dire que la voiture, on sait que déjà les Tesla le font déjà pas mal. Les accidents sont montés en épingle, mais toi qui en as une, Eric, elle t'a peut-être déjà sauvé la mise plus d'une fois. Et ça, ils en parlent peut-être pas beaucoup. C'est vrai. C'est vrai que c'est une voiture qui est très réactive en cas d'imprévu, pour le meilleur, parfois pour le pire, mais c'est vrai que c'est. Enfin, moi, j'ai pas eu de situation extrême où je me suis dit la Tesla m'a sauvé, mais j'ai eu une fois alors, c'est assez malheureux, d'ailleurs, je crois que j'en avais déjà parlé. C'est pas malheureux pour moi, c'est malheureux pour mon pare-choc et puis pour la personne qui était derrière, puisque, en fait, je me suis retrouvé un jour en ville dans une situation où un piéton était sur le trottoir en attente de traverser. Et dans ces cas-là, il y a un passage piéton. Moi, je m'arrête systématiquement. Donc, j'allais m'arrêter tranquillement. Et la Tesla a surinterprété l'événement. Et elle a vu le piéton plus près qu'il n'était en réalité, et moi j'allais m'arrêter tranquillement, et la voiture a pilé 5 mètres avant le passage, alors que j'allais m'arrêter progressivement et m'arrêter à 3 mètres du passage. Elle a littéralement pilé, et malheureusement il y avait un pauvre gars derrière en scooter qui a été surpris par le freinage de la Tesla et m'est rentré dedans. Il a valdingué. Heureusement pour lui, il n'avait rien du tout. Son scooter non plus. Par contre, il a un peu plié mon pare-choc arrière.
Et moi, j'aime pas trop ce genre d'emmerde en pleine ville. Je lui dis, allez, c'est pas grave, vas-y. Et puis c'était un livreur de pizza. Et puis quand je suis rentré chez moi, j'ai dit, j'aurais peut-être quand même dû faire un constat parce que le pare-choc était bien rayé. Et tout ça pour dire que la voiture a surinterprété une situation. C'est bien parce que au moins ça a mis le piéton en sécurité de façon sûre, mais c'était au détriment de ce qui arrivait derrière. Donc, alors que quand finalement, je pense que les caméras de la Tesla tiennent compte aussi de ce genre de situation. Mais en général, moi, quand je pile dans une situation un petit peu d'urgence, en même temps que je pile, je regarde dans mon rétro ce qui arrive derrière pour moduler mon freinage et éventuellement essayer de trouver une échappatoire en même temps. Donc, tu regardes derrière, tu regardes devant, tu regardes à droite, à gauche, et tu essaies de trouver la meilleure solution. Théoriquement, l'intelligence artificielle d'une voiture connectée, une voiture intelligente comme la Tesla, devrait faire la même chose. En l'occurrence, là, elle était un peu violente avec le scooter qui arrivait derrière, alors que moi-même, j'ai justement modulé mon freinage pour que personne ne me rentre dedans. Voilà, donc c'est un exemple. Il y en a certainement d'autres. Là, ça n'avait aucune conséquence fâcheuse, si ce n'est pour mon pare-choc, mais effectivement, c'est des voitures qui sont sûres. Alors je reviens sur la notion effectivement de sécurité passive active, comme tu l'as dit, il y a une définition très simple. C'est que je crois que la sécurité active, c'est les dispositifs qui permettent d'éviter l'accident, et la sécurité passive, c'est les dispositifs qui permettent de se faire moins mal quand on a un accident. Donc exactement. Active avant et passive après. Ouais. C'est ça, exactement. Charles, ça t'inspire un commentaire, cette publicité, enfin en tout cas ce petit clip promotionnel de Tesla sur la sécurité? Bah oui, parce que Tesla, ils font déjà pas énormément de pubs, c'est surtout les utilisateurs qui font la pub de Tesla, et là je pense qu'effectivement ils veulent faire un autre axe de communication, et la sécurité c'est quand même un élément qui est hyper important. Donc effectivement la vidéo elle est sympa, là je vous invite à regarder sur l'article d'Automobile Propre la petite vidéo où effectivement c'est comme disait Sébastien, c'est une vidéo en gros de crash test. On voit une modèle, je crois que c'est une modèle 3 se faire percuter par une autre voiture à l'avant, et on a après toute la vidéo de ce qui se passe à l'intérieur, donc c'est quand même assez impressionnant, et ça montre effectivement qu'aujourd'hui rouler en Tesla, s'il nous arrive quoi que ce soit, c'est quand même assez sûr et on est en sécurité à l'intérieur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme le disait Sébastien, c'est surtout un clip qui promeut en fait l'utilisation de la data, des données par Tesla, et ils expliquent bien dans la pub qu'ils savent exactement à quelle milliseconde se sont déclenchés les airbags, dans quelle situation, quelle était la position du volant, etc., etc. Donc, ils ont des données hyper détaillées, hyper précises. Et là où ils poussent leur avantage, et c'est qu'en fait, ils disent à demi-mot qu'ils sont les meilleurs dans ce domaine et de loin devant les autres en récupération et en agrégation et en interprétation de données. Donc ça, c'est quand même effectivement très intéressant. Alors pour finir avec ce chapitre, il faut savoir quand même que Tesla, c'est pas réellement sa première publicité. Tesla avait déjà fait en fait de la publicité sous forme de Google Ads dans certains pays. Donc vous savez, ces publicités qu'on trouve sur Google en tête de page quand on fait une recherche. Donc c'était vraiment des publicités axées sur les recherches Google et sur les intentions de recherche. Et puis moi j'avais spoté il y a quelques mois un petit clip de Tesla qui est passé relativement inaperçu parce que je pense qu'il n'a pas été diffusé officiellement en France ou en Europe en tout cas. Je pense que c'était un clip qui était destiné à certains marchés et notamment les marchés américains et peut-être des marchés anglo-saxons. C'était un petit clip lifestyle, on dit, hein, c'était style de vie, mode de vie, qui mettait en scène une Tesla, et je crois que c'était une jeune femme qui conduisait sa Tesla. Un petit clip qui durait une trentaine de secondes. Et pourquoi j'en parle au passé? Parce que je n'ai jamais réussi à le retrouver. J'avais fait un post sur LinkedIn pour le mentionner avec la vidéo que j'avais récupérée. Et le système de recherche de LinkedIn étant tellement calamiteux, j'ai jamais réussi à remettre la main dessus, donc je peux pas vous redire en détail de quoi il s'agissait. Mais en tout cas, c'était il y a quelques mois, donc ça veut dire que cette vidéo de Tesla sur la sécurité, qui utilise un autre axe, n'est pas réellement la première incursion de la marque américaine dans le monde de la publicité sur Internet. Deuxième sujet, on va continuer à parler de Tesla. Alors là, c'est un petit peu moins flatteur pour Tesla. C'est un boycott contre Tesla qui s'intensifie en Suède. Alors la Suède est un
entre guillemets, sans offense, un petit pays de 10 millions d'habitants, mais où la voiture électrique est très présente. Et donc, eh bien, les syndicats suédois sont vent debout contre les politiques de ressources humaines de Tesla et ont des exigences assez marquées. Et le boycott s'amplifie, Charles, de façon assez drastique en Suède contre Tesla. Oui, tout à fait. Alors déjà, pour un petit rappel de data, il faut savoir qu'effectivement, Tesla, ça représente 19% de part de marché sur le marché des voitures électriques, donc c'est quand même impressionnant. Et aujourd'hui, il y a une problématique, c'est que Tesla refuse de signer la convention collective sur les salaires. Il faut savoir qu'en Suède, le marché du travail n'est pas encadré par la loi, il est encadré par les conventions collectives, des accords branches. Et donc, si en gros l'entreprise ne signe pas ces conventions collectives, et ben malheureusement, les salariés n'ont aucune protection. Protection salariale et protection sociale. Donc là, en gros, c'est grosse problématique, grand branle-bas de combat. Donc là, en gros, le pays, tout ce qui est en rapport avec Tesla est complètement bloqué. Donc tous les dockers qui réceptionnaient les véhicules au port, ils bloquent tout. Les équipes de maintenance, de nettoyage en concession bloquent tout. Les concessions stoppent les ventes. Et même la Poste, j'ai vu ça là, la Poste ne délivre plus aucun courrier de la part de Tesla. Donc il y a vraiment un blocus très fort qui est fait. Ça envoie quand même un signal qui est hyper fort à Tesla, parce qu'il y a eu un peu la même chose qui s'est passée en Allemagne, justement, où ça a fait un petit peu bouger les choses et il y a eu des augmentations de salaire de 4%. Donc je pense que c'est pour ça que la Suède aujourd'hui ne lâche pas, et ils sont pas prêts de lâcher, parce que il faut savoir que 90% des ouvriers en Suède sont syndiqués, hein, donc c'est un groupement très important. Et aujourd'hui, quand dans le cadre de Tesla là, les syndicats compensent les salaires à hauteur de 130%. Donc, c'est-à-dire que les personnes aujourd'hui qui font grève, ben voilà, ils ont toujours leur salaire qui est maintenu. Donc, c'est quand même un signal fort qui est envoyé à Tesla. Ils bloquent complètement le pays où la part marché Tesla est hyper importante. Et il y a même aussi la Maison Blanche qui commençait à dire à Tesla, ben ça serait bien de s'aligner un peu sur la pratique de vos concurrents dans le même pays, qui est de signer les conventions collectives, parce que sinon, effectivement, il n'y a aucune protection. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ils se prennent un peu, on arrive dans un pays, c'est nous qui imposons un petit peu les règles, mais il faut pas oublier que dans chaque pays il y a des règles différentes, il y a des systèmes de protection différents, il y a le prix, le coût de la vie est aussi différent, donc il faut aussi s'adapter un petit peu aux pratiques et aux habitudes du pays. Donc voilà, je les comprends tout à fait. Alors c'est un marché qui est important, comme je le disais, puisque si on prend les chiffres de 2022, il s'est vendu 100 000 voitures électriques toutes marques confondues en Suède, donc en 2022. Pour rapporter et comparer à la France, en France, il s'en est vendu 220 000. Sauf que la France, il y a 7 fois plus d'habitants qu'en Suède. Ça veut dire que si on avait les chiffres, la même proportion de voitures électriques vendues en France en 2022, on serait à 700 000 voitures. Donc ça veut dire que le marché n'est quand même pas à négliger. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les mouvements de grève qui commencent à se répandre contre Tesla montrent une solidarité en fait de toute la chaîne, puisque c'est pas uniquement les employés de Tesla qui se mettent en grève, mais c'est aussi les employés de la Poste qui bloquent les courriers, les dockers, etc. Donc c'est un vrai mouvement de masse qui n'est pas simplement initié par les salariés de Tesla. Et effectivement, on ne sait pas comment va agir Tesla. Pour l'instant, Tesla, en fait, la réponse de Tesla, c'est de dire que ils ne signent pas les conventions collectives parce qu'ils n'ont pas d'usine en Suède. Donc, à voir comment ça va évoluer, sachant que Tesla est aussi un petit peu dans le viseur des syndicats américains, donc son pays d'origine pourtant, qui mettent en ce moment en demeure les grands constructeurs automobiles d'augmenter leur salaire jusqu'à 25% étalés sur plusieurs années, sur 3 ou 4 ans. Et Tesla est également dans le viseur de ces grands et de ce grand principal syndicat américain automobile. Donc voilà. Puis alors, ça fait aussi écho avec une autre mauvaise nouvelle pour Tesla, c'est le TÜV, vous savez, cet organisme qui mesure la fiabilité des voitures, l'organisme de normes et d'homologation des voitures allemand, qui est un organisme très très puissant et qui vient de sortir son rapport annuel où il ressort que la Tesla Model 3
et la voiture est la pire voiture dans le rapport, c'est-à-dire elle est à la place 111 sur les 111 modèles étudiés. Elle occupe donc la dernière place en termes de on va dire pas vraiment de fiabilité, mais de conformité aux tests et au contrôle technique après 4 ans d'utilisation. Puisqu'il faut savoir que les premières Tesla Model 3 ont été livrées en Europe en février 2019. Et en fait, donc elles arrivent maintenant à l'échéance du contrôle technique. En Allemagne, c'est au bout de 3 ans. En France, c'est au bout de 4 ans. Et donc, c'est les premières vraies remontées, on va dire, objectives de la part des organismes qui supervisent les contrôles techniques. Et il en ressort que 14,7% des Tesla Model 3 inspectés ont échoué à l'examen du contrôle technique local. Alors, en cause, notamment, une faiblesse sur le système d'amortisseurs, et notamment des suspensions avant, qui avait d'ailleurs déjà entraîné une campagne de rappel de la part de la marque, et puis aussi un souci au niveau des plaquettes de frein qui peuvent rouiller parce qu'en fait, on les utilise pas assez du fait du freinage régénératif qui est très fort sur les Tesla. Alors c'est quand même un sacré paradoxe puisqu'on a d'un côté un freinage régénératif qui est vertueux puisque il permet d'éviter d'avoir des émissions de particules fines. Il permet aussi d'éviter une usure prématurée des plaquettes et des disques. Il est censé aussi induire une sécurité supplémentaire parce que cela renforce le freinage. Et malgré toutes ces vertus, le freinage régénératif a un effet pervers ou un effet secondaire, c'est que les freins ne sont pas assez utilisés et qui peuvent rouiller. C'est d'ailleurs ce que conseillent les constructeurs généralement, constructeurs avec les voitures électriques, c'est d'utiliser ces freins régulièrement, même si on n'en a pas besoin, pour les faire fonctionner. Toi qui es spécialiste de la sécurité routière, Sébastien, tu en penses quoi de tout ça? D'utiliser ses freins ou du mouvement de Tesla, parce que alors les deux, je voulais réagir un peu sur le mouvement de Tesla. Ouais, non mais vas-y, réagis sur le mouvement de Tesla et voilà. puis bon, j'ai digressé sur ce rapport du TUV parce que ça vient d'arriver et j'ai trouvé que c'était intéressant aussi de mettre en perspective un petit peu les ennuis de Tesla en ce moment. Non, mais je suis impressionné par le mouvement et la solidarité des Suédois. 90% des travailleurs syndiqués en France, t'as pas ça. Donc bon, bah je vais pas dire que je suis contre le fait qu'ils aient des salaires décents, etc. C'est normal. Voilà. Après, prendre en otage le client Tesla, voilà, si Eric peut plus aller chez Ikea avec sa Tesla, le pauvre, il y est pour rien, quoi. Donc s'il répare plus les voitures ou les superchargeurs, bon, c'est un peu dommage pour le client Tesla. Ça devrait faire plier d'autant plus vite la marque, mais voilà, on a déjà eu des échos comme quoi le management de Musk était peut-être pas très social non plus aux États-Unis. Ça peut aller que dans le bon sens pour le progrès social, tout ça. Et pour les freins, bah oui, j'ai testé depuis longtemps. Écoute, j'avais une hybride déjà avant. Les freins rouillent. Tu utilises pas assez la voiture. Les freins rouillent. Personnellement, bah, tu sais que dans l'enseignement, moi, de la conduite en voiture électrique, j'utilise pas la grosse régène parce que je veux que les apprentis conducteurs apprennent à freiner. Parce que nous c'est différent, on a une certaine expérience et on sait anticiper, voilà, mais eux ils ont besoin de anticiper les situations, mettre le pied face au frein, voilà. Mais cela dit, j'ai vendu ma première Leaf auto-école à 147 000 km. Les freins, disques et plaquettes neuves, hein, malgré tout. Donc voilà. Et alors je sais plus quel constructeur là qui a fait le choix de mettre des tambours à l'arrière sur ses voitures électriques. Il y a par exemple Volkswagen. Volkswagen, ouais, je crois même sur l'ID7, même sur l'ID7, en disant bon bah voilà, en plus il y a le moteur qui est à l'arrière, il y a pas besoin de mettre des gros freins, bah pourquoi pas, ce serait marrant de revenir au tambour, mais peut-être un jour sur les roues motrices, on aura peut-être pas de frein. On va savoir. Et puis on aura peut-être des moteurs sur les roues motrices parce que c'est une tendance aussi technique. Ouais, hein. Enfin, là, on s'égare un peu, mais aujourd'hui, on entend parler de recherches qui conduiraient à installer des petits moteurs directement dans les roues. Je fais une parenthèse personnelle parce que je pense que c'est quand même intéressant. Je suis concerné par ces contrôles techniques puisque ma Tesla Model 3 a 4 ans et j'ai fait partie des premiers acheteurs français, donc en février 2019. Je l'ai donc amené au contrôle technique début 2023.
Et j'étais un peu anxieux parce que j'avais rien fait sur la voiture. Et en fait, le contrôle technique. Alors, c'était la première Tesla qu'ils avaient dans ce petit centre de contrôle technique à côté de chez moi. Et quand je suis allé chercher la voiture en fin de matinée, le gars m'a dit mais c'est incroyable, elle est neuve votre voiture. J'ai jamais eu une voiture en si bon état après 4 ans. Donc, comme quoi, toutes les expériences ne se ressemblent pas. Et donc, il y avait zéro observation RAS. La fiche de rapport du contrôle technique était vierge. Voilà. Donc, et petite anecdote, il a eu du mal à trouver le numéro de VIN, là, je crois, qui est caché dans un des joints de la portière à droite. Et il a fallu que j'indique parce que je m'étais renseigné avant. Je savais que c'était pas évident à trouver. Donc, il a fallu qu'il décolle un petit peu le joint pour trouver le truc. Voilà. Mais alors, impressionnant en termes pour lui de qualité. Il y avait absolument rien à dire sur la voiture. Tu avais fait combien de kilomètres justement Elle avait à peu près 60 000 kilomètres. D'accord. Ouais. Donc les thermiques, fallait pousser de temps en temps pour décrasser le moteur, on disait. Ouais. Pousse-la un petit peu sur l'autoroute. Et les électriques, c'est de temps en temps freine un peu quand même. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Les freins. Avant le contrôle technique, tu leur montres qu'ils sont pas complètement. C'est vrai. Et j'avais même pas pensé à le faire. Tu vois, donc j'y suis allé vraiment la fleur au fusil. Très bien. Troisième sujet, Sébastien aussi, McDonald's qui va avoir son réseau de bornes recharge ultra rapide, un accord avec Easyvia qui fait frissonner certains quand on connaît l'expérience Easyvia, parfois un peu désastreuse. Donc voilà, McDo se met à la fast recharge après le fast food. Oui, ben écoute, ça paraît logique. Fast charge, fast food, c'est des endroits où on reste pas longtemps. Donc ils ont décidé d'équiper 700 restaurants. Ouais. Donc environ 2000 points de charge, des charges de 150 à 200 kW. Donc on va charger aussi vite qu'on va manger au restaurant. Voilà. Pour l'anecdote, moi il y a non, il y a plus que ça. Il y a 9 ans, j'avais chargé dans un McDonald's parce qu'en fait, il n'y avait pas de borne avant et j'avais remarqué que les McDo avaient des prises dehors et je m'étais mis en warning dans le McDrive en sens inverse et tout avec mes warnings. Puis j'étais allé demander bonjour, je voudrais un Mac machin, 2 menus et c'est moi qui suis en warning et un café. Donc j'avais dû foutre un peu le bordel dans le McDrive quoi. Voilà. Donc maintenant c'est bon, c'est fait, on aura ce qu'il faut. Bah je peux que applaudir. Voilà, ça va dans le sens de l'augmentation du nombre de bornes de recharge. 2000 points de charge, on en est à 110 000, c'est quand même pas rien. Hein. Si toutes les chaînes pouvaient faire pareil, bah, ce serait pas mal. Après, je trouve c'est dommage qu'ils prévoient pas quand même des puissances un petit peu plus petites. Bon, déjà parce que toutes les voitures chargent pas à 150 kW ou 200 kW. Et puis il y en a qui vont peut-être vouloir rester un petit peu plus longtemps au McDo, terminer une charge éventuellement pour les petits véhicules. Je pense aux premiers véhicules, aux anciens qui ont des batteries de 24, 30, etc. Qui auraient peut-être pas besoin de grosses puissances. Et puis voilà. Bon, c'est toujours bien. Ouais, je prône toujours un petit panel de puissance sur les stations, un peu comme chez Lidl, quoi, un peu toutes les puissances sur les stations de charge. Ouais, c'est le seul truc. Voilà. Après Easyvia, je m'abstiendrai. Je préfère ça que Total, mais ah oui, voilà, entre la peste et le choléra, c'est sûr. Ouais. Non, mais s'ils mettent du bon matériel, voilà. Après, il y a une histoire de prix et tout ça. Est-ce qu'on aura des points gratuits sur le hamburger en chargeant je sais pas, ou l'inverse. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux avoir un hamburger gratuit pour une charge ou une charge gratuite pour un hamburger. Une charge, une frite. Je sais pas. Ça pourrait être marrant de faire des trucs comme ça. Après tout, Carrefour, il fait bien 1 heure de charge avec la carte Carrefour. Bon, bah pourquoi pas avec l'application McDo. Voilà, avec le ça viendra McDo, probablement. Ouais. Voilà. Mais tant mieux, ça va dans le sens aussi de la. Plus il y en a, je pense aussi, plus ça va être bien pour nous pour les prix. Voilà, il y aura de la concurrence. Bien sûr. D'ailleurs, les tarifs ont été dévoilés. Ils semblent pour le moment, d'après ce qu'on sait, assez raisonnables puisqu'on serait sur les heures creuses. C'est-à-dire, pour eux, les heures creuses, c'est de l'ouverture du matin jusqu'à 11h30 et de 15h à 18h. On serait à 0,30 €, enfin 30 centimes d'euros le kilowattheure. Et puis en dehors de ces horaires, donc en heure pleine, là où tout le monde vient se restaurer, c'est pas délirant puisqu'on serait à 35 centimes d'euros le kilowattheure.
Et il y aura quand même des prises AC 22 kilowatts. Mais ça, je pense que ce sont les prises déjà existantes parce que moi, j'ai déjà eu l'occasion, notamment cet été, de recharger pendant que je mangeais sur un McDo. Il y avait des bornes de recharge sur le. Je me souviens plus où c'était. Hein, c'était en vacances. Il y avait des bornes de recharge sur le parking du McDo, juste à proximité de l'entrée. Et si je me souviens bien, il y avait 2 bornes de recharge et 4 places dédiées à la recharge parce que chaque borne avait 2 prises et ça devait être du 22 kilowatts. Donc là, on serait à 30 centimes le kilowattheure, quelle que soit l'heure. Et puis après, un surcoût de charge de 30 centimes par minute après 1 heure de charge pour tout type de charge pour éviter les voitures ventouses, ce qui reste très, très raisonnable et gentil, on va dire. Ouais, c'est très très bien. Moi aussi, j'étais revenu du sud et je m'étais arrêté à Montélimar, je crois au Burger King, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais. Bah, les bornes étaient toutes prises. De toute façon, c'était voilà, c'était blindé. Donc, faut pas espérer un jour de vacances manger et recharger en même temps. Par contre, les McDo, ce qui est bien, c'est ouvert presque H24. Quand on se souvient de l'époque où on avait des bornes chez les concessionnaires, c'était fermé, on pouvait pas y aller, tout ça. Là, bah, au moins, c'est on passe quand on veut, quoi. Ouais, Il y a tout ça à fait. aussi. Venez comme vous êtes et chargez comme vous êtes. Chargez comme vous êtes. Très bien. Sans transition, un autre géant, mais un géant français, Stellantis. Alors, ils font pas des hamburgers, mais ils font des voitures. Et ils signent un accord pour avoir des batteries moins chères dans ces voitures électriques. Signent un accord avec une entreprise chinoise pour des batteries LFP. Charles? Oui, tout à fait. Alors, petit rappel déjà de ce qu'est une batterie LFP. Donc déjà, aujourd'hui, il y a des batteries lithium-ion avec une chimie, on va dire, en général NMC. Et il y a effectivement, depuis 2021, les batteries LFP, donc lithium fer phosphate, qui arrivent sur le marché. Et la grosse particularité, c'est que ces batteries-là n'utilisent pas de cobalt. Le cobalt, c'est cher. Donc, ça veut dire que déjà, les batteries LFP sont moins chères à la production que ces batteries-là. Donc ça, déjà, c'est un choix vraiment stratégique. Pas de nickel non plus, hein. Pas de nickel, parce que effectivement, pas de nickel, pas de cobalt. Et du coup, l'extraction du fer et du phosphate est beaucoup moins sujet à controverse et beaucoup moins tendue. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Il faut savoir que Tesla, dans ses modèles 3, mettent des batteries donc LFP depuis 2021, et les dernières Tesla Model Y propulsion avec les batteries BYD et CATL sont des batteries donc en LFP. Donc c'est déjà un très bon choix. Ces batteries-là ont quand même d'autres avantages, c'est que le recyclage est beaucoup plus simple, la durée de vie est largement améliorée, et il y a une sécurité qui est hyper renforcée. Alors je vous inviterai à regarder il y a une vidéo là sur YouTube qui tourne où il y a une seringue en fait qui vient traverser la batterie, donc une lithium-ion NMC et une LFP. Donc la lithium-ion, dès qu'elle est percée, elle explose, en gros elle brûle. Et la LFP, il se passe rien. Donc ça aussi, ça pourrait être un très très bon élément, parce que même si on sait qu'aujourd'hui les incendies sont quand même moins sujets sur les voitures électriques, il y a toujours cette petite dès qu'il y a une voiture électrique qui brûle, en fait, on la retrouve partout sur les réseaux, alors que ce n'est pas le cas. Donc en LFP, ça le sera encore moins. Ensuite, Stellantis, c'est vrai que sur la voiture électrique, ils étaient un petit peu prudents, on va dire. Hein. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, là, il a annoncé que d'ici 2030, 100% de leurs voitures seront neuves, et il s'associe effectivement avec un géant fabricant de batteries, CATL, qui est pour moi un choix stratégique impressionnant, et qui aujourd'hui est important, parce que ce que veut faire Stellantis, c'est vraiment en fait cibler la catégorie des citadines et des compacts, et c'est ce qui manque aujourd'hui un petit peu sur le marché, et vraiment faire des voitures à moins de 20 ou 25 000 euros, et c'est ce qu'ils ont fait là, avec la IC3. C'est une voiture qui va, je pense, cartonner. Donc c'est vraiment très judicieux de leur part, et ça montre aussi qu'ils savent un petit peu se remettre en question. Et ils disent que la problématique est plutôt politique, que les industriels ont du mal à se mettre en place, etc. Mais on voit quand même que le fait que la politique dise OK, 2035, il faut arrêter de produire des voitures électriques, des voitures thermiques, faut arrêter de les vendre. Ça amène quand même une réflexion. Et s'il n'y avait pas cette pression politique, peut-être qu'aujourd'hui les géants industriels le feront pas. Donc ça pousse un petit peu dans le bon sens. Ça les sort de leur retranchement. Ça c'est un gros sujet. Et effectivement, de s'allier avec des géants chinois qui sont en place depuis longtemps et qui sont bien implantés, je pense que c'est un très très bon choix de leur part.
D'accord. Sébastien, il y a d'autres marques qui, enfin, c'est pas une première, le fait qu'une marque européenne s'allie avec des constructeurs ou des équipementiers chinois. On a d'autres exemples déjà. Hein. Oui, bah, de toute façon, ils ont déjà une co-entreprise, Dongfeng, là, en Chine. Ils commercialisent leurs voitures. Je sais pas si c'est sous la marque Dongfeng, mais grâce à cette entreprise. Je pensais à la petite Citroën ou Peugeot là, ou C0, qui était une Mitsubishi i-MiEV déjà. Donc, enfin, c'est pas nouveau. Pour moi, c'est pas nouveau. Tavares, là, c'est Jacques Dutronc. Il retourne sa veste toujours du bon côté. Il me fait rire parce que non, mais sérieux, hein, voilà, non, l'électrique c'est pas bien. Ouais, mais on va quand même faire un accord avec CATL, un accord mais qui nous engage pas. Hein, attention. Donc tu vois, il oui, est j'ai vu un accord non engageant. Non engageant, ouais, voilà. Ouais, donc bon, c'est du réchauffé. Puis voilà, si tu veux, moi j'ai entendu dire, alors pareil, hein, ça j'ai pas vérifié, il disait à ses commerciaux, il faut vendre une 208 sur 4 en électrique. Tu vois, il leur disait pas, allez-y, écoutez le client, s'il veut de l'électrique, faut lui vendre. Il disait voilà, si on veut respecter la norme CAFE, hein, la norme vous connaissez peut-être Corporate Average Fuel Emission, quelque chose comme ça, ouais, voilà. Ils doivent sur la totalité de leur flotte émettre maximum tant de grammes de CO2 au kilomètre, sinon ils sont taxés. Enfin voilà. Donc, il avait fait ses calculs et il fallait qu'il vende une 208 sur 4 en électrique, quoi. Voilà. Donc, il va te faire la pub pour la voiture électrique, la 208, machin et tout ça. Donc, il est très malin, je trouve, hein, parce que je pense que il renie pas complètement ce qu'il pense. D'un côté, il dit ouais, on se lance à fond, puis l'autre, il dit ouais, attention, ça va faire comme le Dieselgate. Ouais, il est malin, tu vois, il a une veste à double couleur, comme ça, si ça foire, il pourra toujours la retourner. Voilà, c'est l'impression qu'il me fait. Ouais. Alors il y a d'autres. Alors pour finir avec le cas Stellantis et les histoires de veste et de chanteurs français, c'était Serge Gainsbourg aussi qui disait j'ai retourné ma veste quand je me suis aperçu qu'elle était doublée de vison. Alors il y a d'autres constructeurs. Hein, oui, on disait c'est pas nouveau et effectivement il y a VW avec Xpeng pour la coproduction de modèles pour le marché chinois et puis Audi aussi avec SAIC. Et là pour l'accélération de la mise en place des plateformes de construction de voitures électriques également pour le marché chinois mais aussi pour le marché européen très probablement. Donc voilà, c'est peut-être un accord avec le diable, on ne sait pas. On verra ce que ça donne à l'avenir. Alors on reste sur le territoire et sur le marché chinois, Sébastien, avec une nouvelle berline électrique dont les ventes démarrent en fanfare et dont on a peu entendu parler ici, sauf chez les spécialistes. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant d'en parler, parce que ça ouvre aussi sur d'autres sujets. C'est la berline Zeekr 007 qui cartonne. Alors pour le moment dans les précommandes et dans les premières commandes en Chine. C'est quoi cette voiture là, cette berline Zeekr dont qu'on connaît pas vraiment par ici? Zeekr, oui. Alors tu prononces bien, je suppose. Ça fait pas mal de je suis pas sûr. Scrabble, mais je sais pas comment ça se prononce. Zeekr, ouais. Moi, j'ai découvert ça avec l'essai de Maxime Fontanier, hein, de la Zeekr One, je crois, 001. Voilà, donc 007, est-ce qu'ils auront des droits à payer à James Bond? Je ne sais pas, c'est un bon chiffre. C'est une voiture de la taille d'une Model 3, on va dire. Avec des spécificités moi qui m'étonnent. Enfin, je veux dire, les Chinois, voilà. Hein, toi, tu connais NIO que tu as essayé, Charles, Eric aussi. C'est ouais. des bagnoles extra. Nous, on va essayer des BYD là avec le club à Valence samedi, et je pense que je suis déjà mis un œil dedans, c'est incroyable. Donc là, la Zeekr 7, ils l'ont à peine annoncé qu'ils ont vendu, enfin pré-vendu, quoi. Ils ont enregistré 20 000 précommandes déjà. Ils la sortent en 2024, donc c'est quand même demain. À un prix défiant toute concurrence. Alors pour l'instant c'est le prix chinois, donc c'est l'équivalent de 29 000 euros, mais voilà, l'équivalent de 29 000 euros, ça en sera peut-être 40 000 chez nous, mais je ne sais pas, ça resterait quand même très abordable pour une voiture qui a 2 moteurs. J'ai plus la puissance en tête, Eric, mais c'est assez impressionnant. Il y en a 2, les puissances. On a un moteur de 310 kW à l'arrière et un autre moteur de 165 kW à l'avant.
Ça veut dire donc on est sur 475 kilowatts. Ça veut Plus dire de qu'on est 500 chevaux, plus de 500 largement. chevaux, plus de 600 chevaux même. Ouais. Ouais. Et donc voilà, à un prix incroyable, avec des technologies lidar, une électronique de pointe. 12 caméras, 5 radars. Voilà, donc c'est 12 autres avec ultrasons. Ouais. Prête pour la conduite autonome, quoi. Ouais, c'est ça. L'autonomie, c'est des normes chinoises, donc je sais pas si ça vaut le coup d'en parler. 870 km d'autonomie, ce sera peut-être 600 et quelques en WLT. C'est déjà énorme. WLTP, mais c'est déjà énorme, mais suffisant. voilà, c'est déjà pas mal. J'ai pas de taille de batterie en tête. Je sais pas si on a l'info, mais j'ai pas réussi à trouver dessus. Disons, ce qui est épatant, c'est le nombre nous, je crois qu'on voit que par le petit côté de la lorgnette le marché chinois et le nombre de constructeurs qui arrivent. Parce que NIO, Zeekr, MG, et puis ce groupe-là, Geely, ils font, les gens le savent pas souvent, mais Volvo, c'est chinois, quoi. C'est le même groupe que Volvo, c'est Geely, ouais. Et pareil, j'ai essayé la Smart il y a pas très longtemps, là, j'ai été épaté, mais c'est chinois, ouais. Donc ils font des bonnes voitures technologiques, de qualité, qui présentent super bien, et voilà, qui n'ont rien à envier aux nôtres, voilà, à ce qu'on a sur nos marchés, quoi. Ouais. Ce qui bat en brèche à mon avis, deux clichés, deux poncifs et deux préjugés qu'on a à l'encontre des produits chinois. Alors, je suis pas du tout en train de faire l'apologie des produits chinois, ce sont simplement des faits. D'une part, les produits chinois de mauvaise qualité, mal assemblés, mal construits, etc. En tout cas, dans l'automobile électrique, c'est faux et c'est fini. À part peut-être des modèles vraiment d'entrée de gamme, peut-être que la MG4 de la première génération a quelques soucis de fiabilité et de finition, et encore, j'en suis pas totalement convaincu. Et la Spring, petit peu. Ouais. Oui, voilà, la Spring, c'est parce que là, c'est délibérément entre guillemets, je parle pour la Spring, de l'entrée de gamme ou du low cost, si on veut, sans que ça soit péjoratif. En revanche, ce qui est en fait finalement peut-être plus effrayant, et c'est le deuxième point, c'est que ils attaquent le marché européen, enfin chinois, européen et peut-être mondial, avec des voitures qui sont pas du tout des voitures low cost, qui sont des voitures de milieu de gamme, voire de haut de gamme, et avec des tarifs qui sont pas du tout c'est pas du low cost non plus, ils cassent pas les prix, c'est-à-dire que ils vont être sur des tarifs, on parle de cette voiture-là, si elle arrive un jour en France, elle sera aux alentours de probablement, comme tu le disais, 40-45 000 euros, peut-être juste en dessous du seuil qui lui permettra d'être éligible au bonus écologique, mais puisqu'elle est fabriquée en Chine, elle y aura certainement plus droit de toute façon. Donc c'est des voitures qui sont quand même situées sur un créneau au milieu de gamme, 45 000, 55 000 euros, donc c'est pas bon marché, et c'est des voitures qui sont de très grande qualité. D'ailleurs, quand on voit le look de cette Zeekr 007, elle est magnifique. Elle est belle, cette bagnole. Elle est racée, elle est basse sur ses appuis. C'est une berline, on va dire, dans l'esprit des berlines électriques aujourd'hui, berline un peu ramassée, coupée comme ça. Et d'ailleurs, c'est pas la seule, parce que les Chinois se font un peu une spécialité des berlines électriques. On a tu le disais, Sébastien, la NIO ET5 et la NIO ET7, qui sont, si on veut résumer un petit peu et schématiser, l'équivalent de la Tesla Model 3 et de la Tesla Model S. On a eu l'occasion, on n'a pas trop le droit d'en parler, mais on peut quand même le mentionner. On a eu l'occasion et le privilège de les essayer la semaine dernière. Et moi, j'ai été assez bluffé par la qualité de finition de ces voitures. Vous prenez pour la ET5 une Model 3, c'est à peu près le même gabarit, un peu le même look, et vous lui collez à l'intérieur la finition d'une BM ou d'une Audi, et vous avez la NIO ET5 qui sortira au prix d'une Model 3. On a la Xpeng P7 aussi, on a la BYD Seal, donc c'est des voitures qui se ressemblent un petit peu dans l'esprit, donc des berlines électriques très profilées, mais en tout cas c'est pas du bas de gamme, c'est pas non plus du premier prix, mais c'est peut-être ce qui est encore plus inquiétant pour le marché européen. Ils arrivent avec ce qu'ils peuvent nous montrer de mieux, c'est logique. BYD en Chine, je crois que l'image c'est pas terrible, quoi. C'est les taxis E300, tu vois, qui ressemblent à des ZX, là, tu vois. Ça, c'est l'image peut-être qu'ils ont là-bas, mais chez nous, ils veulent pas amener cette image-là, quoi. On voit clairement que et ça se comprend, je veux dire, Volkswagen, eux, l'ID7, c'est pareil, elle est destinée à la Chine. Voilà, ils veulent leur montrer ce qu'ils savent faire de grand, de beau, etc. Ça me paraît logique. Donc, mais c'est vrai que ça bat en brèche, comme tu disais, Eric, l'image qu'on se fait de low cost, de mauvaise qualité,
qui vient du fait que jusque-là, la Chine, c'était notre usine un peu, à textile, à bon marché, à tout ce que tu veux de bon marché, quoi, voilà. Mais quand on vient un petit peu comme moi du monde de la tech, c'est un constat qu'on a fait depuis pas mal de temps déjà, puisque c'était déjà le cas dans l'informatique et les téléphones notamment, avec des marques comme Honor, Huawei, Xiaomi, Redmi, voilà, Lenovo, etc. On est déjà depuis quelques années habitué au fait que les Chinois font aussi des produits de qualité et qui sont montés en gamme, et que sur certains. Alors moi, ce qui m'avait le plus épaté, et ce qui m'épate encore d'ailleurs, parce que j'ai été beaucoup dans ce truc-là à un moment, et même un peu en avance en France, c'était sur les drones de loisirs et les drones pour faire de la photographie, etc. Et au début des années 2010, on avait un seul fabricant, c'était le français Parrot qui avait lancé en premier des drones grand public, même s'il existait déjà des petits drones, mais qui étaient vraiment pour un public très spécialisé, très difficile à maîtriser, etc. Et puis est arrivé derrière DJI avec le fameux Phantom, et ensuite toute une gamme de drones dont la qualité de fabrication, la qualité de prestation est absolument impressionnante. Et d'ailleurs, ils ont pris pratiquement tout le marché amateur, hobbyiste et professionnel en une dizaine d'années. Et c'est devenu vraiment, DJI, c'est le Apple du drone. Et d'ailleurs, ils ont étendu leur activité maintenant, qui était d'ailleurs leur activité d'origine, aux caméras portatives, etc., etc. Et chaque produit de DJI est impressionnant de qualité, de finition. Ça va même plus loin que ça. Le packaging est top, le marketing est top, et on n'a absolument pas l'impression d'avoir affaire à un produit chinois. Je suis même persuadé que la plupart des gens, quand ils achètent un DJI, croient qu'ils achètent un produit américain ou je ne sais quoi, ou allemand, tellement c'est bien fini. Et voilà. Et on retrouve cette logique-là dans l'automobile chinoise. Donc encore une fois, je suis pas en train de tresser des louanges et des lauriers à la voiture chinoise. Hein. Il faut rester prudent avec ce qui peut nous arriver dans la figure, mais en tout cas, je pense que ça serait justement se méprendre sur la qualité des produits chinois, et je pense qu'il vaut mieux être conscient de la qualité de leurs produits pour éventuellement mieux les combattre si on veut sauver un petit peu l'industrie européenne. On parlait de moto en off tout à l'heure, Eric, et je lis les mêmes choses sur les magazines de moto, sur les CF moto. Tu as une moto électrique, toi. Ouais. J'ai une moto électrique, mais sur les motos thermiques, parce que pour l'instant les Chinois sont pas encore sur la moto électrique, mais sur les motos thermiques, ils commencent à nous envoyer des motos. Et voilà, je pense à CF Moto par exemple, mais il y en a d'autres, hein, parce qu'ils ont racheté Benelli, etc. Et ils font des bons produits, avec des fois 2-3 petits problèmes de finition ou quoi, mais ils sont réactifs aussi. Hein. Il suffit qu'ils voient les remarques, et puis voilà. Donc on voit ce phénomène dans d'autres domaines que la voiture électrique. Ouais. Très bien. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup, messieurs. Merci Sébastien. Merci Charles pour ce point de l'actualité de la semaine dans la voiture électrique. Et puis, à très bientôt pour un autre commentaire de l'actualité. Merci. Merci à toi. À bientôt. Bonjour Olivier Godot. Bonjour. Vous êtes directeur engineering de Indra Automobile Recycling, qui est une entreprise spécialisée dans le recyclage automobile. En quoi cela consiste-t-il exactement ? Vous savez, un jour ou l'autre, il faut se séparer de sa voiture. Donc en général, elle a à peu près une vingtaine d'années en moyenne, aujourd'hui en France. Et nous organisons cette fin de vie. Donc c'est-à-dire nous sommes leaders en France, de la gestion fin de vie des véhicules et de leur traitement et de leur recyclage. Nous avons ainsi en fait constitué un réseau de 360 professionnels en France qui prennent en charge autour de 350 à 400 000 véhicules par an sur un volume total d'1 million 300 ou 400 000 ces dernières années. Alors, avant de rentrer dans le détail du recyclage, vous pouvez nous présenter en quelques mots l'entreprise, c'est-à-dire sa carte d'identité, sa date de création, les effectifs, les lieux d'implantation? Oui, c'est une entreprise qui est née en 1985, qui dès le départ a eu la vocation de faire le trait d'union entre la fin de vie automobile, les derniers détenteurs, que sont les compagnies d'assurance, les réseaux de concessionnaires automobiles,
les professionnels de l'automobile et surtout les particuliers, puisqu'en fait aujourd'hui plus de la moitié du volume de véhicules en fin de vie sont détenus par les particuliers, et bien de faire cette liaison, cette relation entre ce monde et finalement le traitement du véhicule hors d'usage pour produire à la fois de la pièce détachée d'occasion et recycler un certain nombre de matières qui sont contenues dans nos automobiles. Donc c'est un sujet. Donc nous sommes aujourd'hui 200 personnes. D'accord. Réparties sur 3 sites. Le siège qui assure entre autres une grosse activité de traçabilité administrative des dossiers fin de vie des véhicules, et puis 2 sites de traitement, puisqu'en fait nous manageons un réseau de centres véhicules hors d'usage agréés en France, mais nous avons nous-mêmes deux sites qui nous appartiennent, 2 sites, l'un basé au sud de Lyon, à Sessuel exactement, le long de l'autoroute A7, et le deuxième basé dans le centre de la France, à côté de Romorantin, dans le Loir-et-Cher. Et ces 2 centres ont pour objectif de traiter respectivement 4 000 et 3 000 véhicules par an, mais l'objectif est surtout de montrer en fait aussi aux autres membres de notre réseau quels sont les bons protocoles, les bonnes méthodes de démontage, de désassemblage, de tester éventuellement de nouvelles filières de recyclage de matériaux présents dans l'automobile. En clair, des centres un peu pilotes qui permettent ensuite de disséminer ce savoir-faire sur l'ensemble du réseau. Alors ces 300 ou 350 centres, ce sont des franchisés, ce sont des entreprises qui ont leur propre activité ou qui ont une activité autour de l'automobile? Leur activité principale, c'est très clair, c'est une activité de destruction, de prise en charge des pollutions et recyclage des véhicules hors d'usage, activité principale. Ce sont des indépendants, mais en fait ils signent un contrat en fait coutume de dire B2B finalement en fait un contrat professionnel à professionnel entre Indra, donc qui est détenteur de la marque Indra Automobile Recycling, et eux-mêmes. Ce ne sont pas des franchisés, ils gardent leur indépendance, ils font partie en fait d'un réseau, suivre les règles du réseau, certains standards que nous avons mis en place, et ainsi permettre de prendre en charge quel que soit en fait le lieu de détention du dernier véhicule en France, et bien de le prendre en charge à proximité. Un des enjeux, ça reste aussi, même si on parle de fin de vie, la partie empreinte carbone en fait. Donc l'idée c'est de toujours réduire l'empreinte carbone du véhicule, y compris lors de sa prise en charge en fin de vie. Et il faut être à proximité du lieu de détention du dernier véhicule. D'où la notion d'avoir un maillage territorial suffisamment important. Le recyclage d'une voiture, alors c'est un sujet qui est un peu nouveau pour moi, mais qui de toute façon fait sens dans le cadre de la voiture propre et de l'économie circulaire. Alors comment ça fonctionne exactement en quelques étapes clés rapidement? Alors, il faut déjà avoir en tête que c'est une étape, la fin de vie est très réglementée. Vous avez une réglementation européenne qui existe depuis 2000, qui a été transcrite en droit français à plusieurs reprises. La dernière transcription date de 2011. Donc ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on fonctionne avec un même cadre réglementaire en France et qui impose de lier en fait la désimmatriculation administrative du véhicule à sa dépollution physique. Donc, c'est-à-dire que quand le centre véhicule hors d'usage prend en charge auprès d'un particulier ou auprès d'un professionnel le véhicule hors d'usage, eh bien, très rapidement, il va assurer sa destruction au sein du système d'immatriculation des véhicules, destruction administrative, et en parallèle, il va opérer à sa dépollution.
Donc les deux sont intimement liés. La dépollution, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement le fait d'extraire l'ensemble des fluides qui constituent en fait, qui sont présents dans un véhicule hors d'usage. La batterie également, batterie de démarrage, pot catalytique ou filtre à particules vont également être extraits. Et les pneumatiques. La dernière partie de la dépollution, c'est également le fait de devoir absolument extraire l'ensemble des pneumatiques du véhicule. Ça, c'est le périmètre, je dirais, obligatoire. Et à ces obligations, viennent s'adosser un certain nombre d'opérations qui là sont qui ont plus une vocation en fait de réemploi ou de recyclage, puisqu'en fait l'idée ça va être d'aller extraire toutes les pièces qui ont un potentiel commercial de revente et qui sont en état. Donc nous ce que nous préconisons, c'est toujours juste après la dépollution de procéder en fait à cette expertise finalement, expertise des véhicules et de checker, de vérifier quelles sont les pièces sur le véhicule qui est présent devant moi, quelles sont les pièces qui sont à la fois appelées par le commerce, que ce soit un commerce local, national, européen ou à l'export, et si ces pièces sont en état, c'est-à-dire qu'elles correspondent finalement au standard de qualité qui est demandé par les clients potentiels. Et une fois que vous avez croisé ces deux flux, oui. Et tout le reste part donc au recyclage, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être réutilisé en oui, état. Alors une fois qu'on a croisé ce flux d'informations commerce pièces, eh bien on a finalement le contenu des opérations qui vont devoir être effectuées sur la pièce et qu'on va compléter par des opérations qui seront focalisées cette fois sur la matière. Donc les matières qui sont aujourd'hui travaillées principalement dans les centres véhicules hors d'usage, ce sont en fait les plastiques, quelques plastiques qui sont présents dans l'automobile. Il y a à peu près 14% de la masse du véhicule qui est en plastique, et donc l'idée c'est d'aller chercher effectivement le plastique qui est le plus présent, qui est le polypropylène. Alors, on va pas rentrer dans des détails techniques, mais là il s'agit en fait de la matière plastique la plus présente. Donc, qui va être extraite. Les plus grosses pièces en plastique seront extraites à ce moment-là par le centre véhicule hors d'usage. Et tout l'enjeu consiste à préparer cette matière, à la trier et à la collecter, et ensuite à mutualiser l'ensemble des collectes pour alimenter ensuite des filières de recyclage et des filières également de réincorporation des matières recyclées dans l'automobile. Puisqu'en fait, on raisonne de plus en plus sur ce qu'on appelle sur des boucles courtes, qui permettent en fait de travailler par exemple avec un constructeur comme Renault à la préparation, au recyclage de ces matières plastiques et à leur réincorporation dans de nouveaux véhicules. D'accord. Alors dans la phase engineering, vous parlez de conseils durant la phase de conception auprès des constructeurs et équipementiers. Alors ça m'a intrigué. Il s'agit de quoi en fait? Alors, tout ça, ça vient d'un constat. Ça vient d'un constat que pendant des années et des années, on le comprend bien, les équipementiers et les constructeurs automobiles ont travaillé sur la réduction de la masse. Enfin, la masse a continué à augmenter pour des raisons de sécurité notamment. On a continué mais cette évolution a toutefois été maîtrisée en ayant recours à de nouvelles matières. Mais des matières qui sont pas forcément toujours recyclable, ou le mode de liaison qu'on a retenu entre ces matières-là, qui peuvent être indépendamment l'une de l'autre recyclables, dès que vous les avez intimement liées, eh bien le mélange complexe finalement qu'on a créé peut lui devenir non recyclable. Et donc tout l'enjeu en fait, c'est partir de ces constats, de regarder concrètement où nous en sommes, de regarder quelles sont les filières qui aujourd'hui sont opérationnelles, les filières de recyclage, et de travailler avec les constructeurs, les équipementiers sur de nouveaux standards de conception qui prennent réellement en compte
ces difficultés de recyclage du véhicule et de certains assemblages en fin de vie. Donc concrètement, c'est choisir les bonnes matières, tout en respectant bien entendu les cahiers des charges qualité du constructeur, et c'est surtout veiller à ce que les modes d'assemblage soient compatibles avec un recyclage ultérieur. Donc ça, en fait, ce sont des critères de conception que nous avons petit à petit développés et que nous travaillons avec les équipementiers et les constructeurs automobiles. Vous avez ouvert un site, Goodbye Car, à destination des particuliers. Comment ça fonctionne-t-il ? Alors, Goodbye Car n'est pas tout à fait récent, puisqu'en fait, nous l'avons mis en service en 2014. Et depuis 2014, c'est plus de 190 000 propriétaires de véhicules hors d'usage, véhicules épaves, qui nous ont fait confiance pour être mis en relation avec l'un des centres véhicules hors d'usage agréés de notre réseau Indra. Et ceci afin de mettre leurs véhicules dans la filière légale de recyclage, qui, elle, bien entendu, est respectueuse de la réglementation et de l'environnement, ce qui n'est pas le cas de la filière illégale. Donc, un des principaux problèmes que rencontre aujourd'hui la filière et la France, voire l'Europe dans son ensemble, c'est que 1/3 des volumes fuitent vers une filière illégale, informelle, qui est constituée à la fois de gens, d'auto-entrepreneurs qui vont traiter les véhicules, de professionnels qui peuvent ne pas être agréés, et puis surtout également d'exportation de ces véhicules-là dans des pays d'Afrique de l'Ouest notamment. Donc l'idée en développement Goodbye Car, c'est de rendre un service facile d'accès en fait aux particuliers. Donc on a complètement revu notre service récemment, et notre site depuis mi-septembre de cette année. Nous allons maintenant beaucoup plus loin en fait dans la prise en charge du particulier, et on apporte une réelle force au retour d'expérience client, à l'expérience client. En effet, on a progressivement, nous déployons un service qui est 100% en ligne, qui permet au particulier, depuis son canapé, devant sa télé, de réaliser l'ensemble des démarches jusqu'à la prise de rendez-vous avec le centre. Donc le particulier a le choix, soit il ne souhaite pas se déplacer et le centre vient à lui gratuitement, sous réserve bien entendu que d'éligibilité de la zone déployée, donc parce qu'on déploie petit à petit toutes les zones sur l'ensemble du territoire. Soit il peut déposer son véhicule hors d'usage dans le centre, et dans ce cas, il se verra même payer un bonus, puisqu'en fait c'est ce qu'on appelle le bonus dépose. Le jour J du rendez-vous, il n'y a plus qu'à remettre son certificat d'immatriculation, et tout le reste se fait en ligne. Donc c'est une démarche qui est clairement facilitée en fait pour le dernier détenteur. Avec ce service, nous sommes ainsi à la fois dans une expérience améliorée pour le particulier, mais aussi dans une approche de service global que Goodbye Car s'est proposé aux constructeurs dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur qui leur est imposée. C'est-à-dire que demain, lié à la loi anti-gaspi économie circulaire, les metteurs en marché vont devoir gérer en fait cette problématique fin de vie des véhicules, et soit en fait développer un système individuel, donc c'est-à-dire seuls, avec des prestataires, ils peuvent prendre en charge, faciliter la prise en charge des véhicules des particuliers, soit en fait au sein d'un éco-organisme, c'est-à-dire à plusieurs metteurs en marché peuvent se réunir pour monter un éco-organisme, comme il peut en exister dans les déchets d'équipements électriques et électroniques par exemple. Très bien. Est-ce que vous recyclez des voitures électriques ? La problématique du véhicule électrique, c'est bien entendu ça sera à terme une vraie problématique, c'est-à-dire il faudra vraiment le prendre en charge. Mais dès aujourd'hui, en fait, au travers des véhicules accidentés, en fait, finalement, dès qu'un véhicule est mis sur le marché, malheureusement quelques jours plus tard après sa sortie du concessionnaire,
il peut y avoir un accident et un accident qui aille jusqu'à rendre épave finalement le véhicule en question. Donc ça veut dire que très rapidement, finalement, depuis les premières années de mise en circulation de véhicules électriques et hybrides, on a été progressivement confronté à ce type de véhicules en fin de vie. Donc nous avons développé en interne une expertise, et c'est l'activité d'ingénierie d'Indra qui a procédé au développement de cette expertise, qui a visé à développer des protocoles de mise en sécurité des véhicules et d'extraction en fait des batteries, de façon à ce que soit elles soient directement recyclées si la batterie n'est plus réutilisable, soit qu'elles suivent une filière pièces détachées d'occasion pour être réutilisées. Et ça se fait effectivement très fréquemment. Enfin, nous essayons de le faire avec, bien entendu, les metteurs en marché directement. C'est-à-dire qu'en fait, que la batterie retourne auprès des metteurs en marché, c'est-à-dire les constructeurs automobiles, qui pour l'instant sont les seuls finalement à pouvoir juger de la qualité réelle de la batterie en question. D'accord. Une dernière question. Ce sont effectivement des compétences particulières, et ces compétences que nous avons acquises sur les véhicules électriques, nous les disséminons, si vous voulez, au travers un organisme de formation qui est dédié en fait à la filière automobile, qui porte le nom d'Oreca. Donc Oreca, qui est Automobile Recycling Academy by Indra, qui a été vraiment développé en fait pour les professionnels de l'automobile, centre véhiculaire d'usage bien sûr, mais en fait nous pouvons remonter aussi sur des modules de formation en éco-conception en vue du recyclage. On a aussi des modules qui sont spécifiquement dédiés aux services de secours par rapport justement à cette problématique de prise en charge de véhicules électriques et hybrides. D'accord. Voilà, l'idée c'est tout cet écosystème automobile, de le supporter en termes de formation autour de la problématique du véhicule hors d'usage. Très bien. Une dernière question. Quel est le pourcentage de recyclabilité d'une voiture ? Alors, on va essayer de ne pas confondre en fait finalement recyclage et recyclabilité. Donc, les exigences actuelles européennes de réutilisation et de valorisation, qui intègrent du recyclage, sont de 95% en masse. Ça veut dire qu'en fait, un véhicule aujourd'hui, de la filière, donc c'est-à-dire le centre véhicule hors d'usage et le broyeur à laquelle elle remet, le centre véhicule hors d'usage remet en fait la carcasse, puisque tout à l'heure nous l'avons vu, nous dépolluons le véhicule, nous extrayons des pièces et des matières, mais il reste une carcasse. Et cette carcasse, elle est encore plus ou moins riche en métaux, en plastique et autres matériaux. Le broyeur, l'acteur, la complémentarité entre le centre véhicule hors d'usage et le broyeur, l'acteur qui lui succède, vont permettre d'atteindre ces 95%. Puisqu'en fait, le broyeur va transformer la carcasse en morceaux plus petits que le poing et effectuer un certain nombre de tris physiques avec des technologies qui sont de plus en plus complexes. Tri par voie magnétique, tri par courant de Foucault, des différences de densité, des tris optiques, etc., qui vont permettre en fait petit à petit d'isoler les différentes fractions de matière qui composent le véhicule. Et quand vous associez en fait un bon centre véhicule hors d'usage avec un bon broyeur, eh bien vous garantissez l'atteinte des 95% de réutilisation et de valorisation en masse du véhicule. Donc aujourd'hui, le réseau Indra est au-delà de 95,6%. Donc c'est-à-dire qu'en fait, nous, au travers des protocoles que nous avons développés dans le réseau, des broyeurs avec lesquels les centres véhicules du réseau travaillent, eh bien, on arrive à garantir, bien entendu, d'être supérieur systématiquement à 95%. Ça, c'est la vie de tous les jours. C'est ce qui se passe en fin de vie. Et la question que vous posiez, c'était quel est le pourcentage de recyclabilité du véhicule. Et là, ça rejoint la notion d'éco-conception que nous avons vue tout à l'heure. D'accord. Et qui vise finalement, quand le metteur en marché développe un véhicule
et concrètement le met sur le marché, eh bien de prouver, et ça c'est une réglementation également européenne, de prouver que le véhicule est bien apte à être recyclé, valorisé à 95%. Et donc dans les services que nous développons auprès des constructeurs et des équipementiers, l'équipe d'ingénierie d'Indra aussi, bien entendu, prend en charge ce type d'analyse et d'études qui permettent de démontrer que le véhicule est bien apte à être recyclé et valorisé à 95% en masse avant d'être mis sur le marché. Très bien. Merci beaucoup Olivier Godot. Je rappelle que vous êtes directeur engineering de Indra Automobile Recycling. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Les auditeurs envoient les watts. Mon camarade et confrère Jean-Christophe Gignac de la chaîne IVI m'a fait très justement remarquer dans notre groupe WhatsApp que je m'étais un peu mélangé les pinceaux dans mon laïus sur l'autocharge et sur le plug and charge la semaine dernière, suite à une question d'un auditeur. En fait, j'ai mal décrit la différence car elle est assez subtile, il faut bien le dire, en tout cas technique. Du coup, je donne la parole à Jean-Christophe car c'est lui qui l'explique le mieux. Donc toi, ce que tu as décrit, c'est l'autocharge, c'est la façon dont fonctionne Electra et Fastned, où tu te branches une première fois, tu dis sur l'application, ça c'est ma voiture, et à chaque fois que tu te reconnectes après, la charge commence. Ça, c'est l'autocharge. Le plug and charge, c'est vraiment un protocole de compatibilité entre tout le monde. Et on va prendre un exemple simple. On va dire que d'un côté, tu as des voitures, c'est des Ioniq 6, toutes les Mercedes, les BMW, Ford Mustang, etc., qui sont compatibles plug and charge. Et de l'autre côté, tu as des bornes. Donc actuellement, tu as Unity. A priori, quand tu vas sur le site Object, tu as aussi Fastned, et puis ensuite tu as Allego qui va rentrer dans la danse, Total qui va rentrer bientôt dans la danse aussi. Electra a annoncé qu'ils allaient s'y mettre. Je crois que tu as aussi ta Station E qui s'y est mis, c'est sûr. Et voilà, bon, bref. Et donc, si tu prends une Ioniq 6 et que tu arrives sur une borne Unity, même si tu n'as jamais chargé de ta vie, tu branches, ça se connecte, ça démarre. Tu n'as pas besoin de créer de compte, rien du tout. Ça débite la charge sur ton compte de la Ioniq 6 en fait. Et ça, c'est vraiment génial parce que du coup, tu n'as pas besoin de créer de compte, d'application, etc. Tu arrives sur une chaîne recharge, tu te branches, ça charge parce que ta voiture est compatible. C'est vraiment un fonctionnement ultra différent de l'autocharge et beaucoup plus simple en fait. À terme, quand toutes les bandes sont plug and charge et toutes les voitures sont plug and charge, ce sera même plus simple que la carte bleue ou que quand tu fais ton plein. Tu arriveras sur n'importe quelle borne, tu branches, ça démarre. Peu importe que tu aies créé un compte avant ou pas, voilà. Ça, c'est la grosse différence entre l'autocharge et le plug and charge. Et je pense que c'est important de le dire parce que beaucoup de gens font l'erreur. Et effectivement, toutes les voitures sont compatibles autocharge, sauf a priori donc les ID surtout. Enfin, toute la gamme Volkswagen qui effectivement aurait la même adresse MAC pour tous ces ports CCS. Donc, sinon, toutes les voitures sont compatibles autocharge. Par contre, toutes les voitures ne sont pas compatibles plug and charge. Les Hyundai, Kia le sont quasiment toutes, enfin, sauf les anciennes, mais les nouvelles le sont. C'est pareil sur le site Object, tu as toutes les marques qui s'y sont mises. Et là, tu en as deux nouvelles qui vont arriver, c'est Renault et Volvo, je crois. Voilà, les deux en Google, en Android Automotive. Bonjour à toute la communauté, je m'appelle Clément, je suis propriétaire d'une Tesla Model S depuis bientôt 5 ans. Je voulais poser une question par rapport au Cybertruck. Quand il a été annoncé il y a quelques années, j'ai fait une précommande directe parce que ce véhicule-là m'intéressait. Et je me pose la question de savoir si finalement il va bien voir le jour en Europe. Et si c'est le cas, dans cette dimension-là ou dans ce poids-là. Ou bien est-ce qu'il y aura un modèle de taille et de poids réduit, puisqu'apparemment il faudrait passer un permis poids lourd pour le conduire en Europe. Donc je pense que ça pose problème pour pas mal de monde. Donc voilà, savoir si vous avez des infos par rapport à ça et sa potentielle sortie en Europe. Et je voulais aussi savoir s'il sera équipé du V2G. Merci beaucoup. Bonjour Clément et merci pour ces questions. Alors c'est très difficile de répondre aux questions concernant le Cybertruck et Tesla plus généralement parce que cette entreprise, on le sait, a une culture du secret très poussée et que même si on connaît des gens chez Tesla qui sont charmants par ailleurs, c'est souvent l'omerta.
Donc on ne peut répondre que en recoupant des informations qu'on obtient à droite à gauche et puis en recoupant aussi des fuites. C'est le seul moyen d'avoir quelques informations. Alors concernant le poids du Cybertruck, il semblerait que finalement il soit un petit peu moins lourd que ce qui avait été annoncé au départ et qu'on serait finalement en deçà des 3,5 tonnes fatales pour pouvoir le conduire en Europe avec un permis B, en France en tout cas avec un permis B. Donc ça serait peut-être la bonne nouvelle. On serait plutôt, je crois, avec les 3 moteurs dans sa configuration la plus lourde aux alentours de 3,2 tonnes. Alors tout ça à prendre avec évidemment beaucoup de précautions parce que pour l'instant on n'a aucune vérification de ces informations. Concernant le V2G, pas d'infos non plus. Certains bruits laissaient entendre effectivement que le Cybertruck, vu sa position et vu la puissance de sa batterie, pourrait être équipé du V2G ou du V2X. En tout cas, les dirigeants de Tesla ont laissé entendre récemment que les Tesla, les voitures Tesla d'une façon générale, pourraient être équipées du V2G à partir de 2025. Donc ce qui inclurait de fait le Cybertruck, mais on n'a pas plus d'informations là-dessus sur ce point non plus. Donc voilà Clément pour les réponses, on n'en sait pas beaucoup plus, je suis désolé, mais on a beaucoup de mal à obtenir des informations. Et puis le Cybertruck, on sait aujourd'hui qu'il sera donc livré pour les premiers exemplaires le 30 novembre pour les premiers clients américains, mais qu'il rentrera vraiment en pleine capacité de production pas avant 18 mois. Donc là, pour le 30 novembre, je crois que ce sera simplement 10 premiers exemplaires qui seront livrés aux premiers clients, aux premiers chanceux qui ont commandé l'engin, et qu'on sera très probablement bien au-delà des 40 000 € qui avaient été annoncés au départ, même si on n'a pour l'instant toujours pas le prix. Voilà Clément, merci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut!